par Colette. Chapitre 2. Le capitaine. Cela me semble étrange, à présent, que je l'aie si peu connu. Mon attention, ma ferveur, tournée vers Sido, ne s'en détachait que par caprice. Ainsi faisait-il, lui, mon père. Il contemplait Sido. En y réfléchissant, je crois qu'elle aussi l'a mal connu. Elle se contentait de quelques grandes vérités encombrantes. Il l'aimait sans mesure. Il la ruina dans le dessein de l'enrichir. Elle l'aimait d'un invariable amour, le traitait légèrement dans l'ordinaire de la vie, mais respectait toutes ses décisions. Derrière ces évidences aveuglantes, un caractère d'homme n'apparaissait que par échappée. Enfant, qu'ai-je su de lui? Qu'il construisait pour moi, à ravir, des maisons de hannetons, avec fenêtres et portes vitrées, et aussi des bateaux. Qu'il chantait, qu'il dispensait et cachait les crayons de couleur, le papier blanc, les règles en palissandre, la poudre d'or, les larges pains à cacheter blancs que je mangeais à poignées. Qu'il nageait, avec sa jambe unique, plus vite et mieux que ses rivaux à 4 membres. Mais je savais aussi qu'il ne s'intéressait pas beaucoup, en apparence du moins, à ses enfants. J'écris en apparence. La timidité étrange des pères dans leur rapport avec leurs enfants m'a donné, depuis, beaucoup à penser. Les 2 aînés de ma mère, fille et garçon, issus d'un premier mariage, celle-là égarée dans le roman, à peine présente, habitée par les fantômes littéraires des héros, celui-ci, altier, tendre en secret, l'ont gêné. Il croyait naïvement que l'on conquiert un enfant par des dons. Il ne voulut pas reconnaître sa fantaisie musicienne et nonchalante dans son propre fils. Le Lazzarone, comme disait ma mère. C'est à moi qu'il accorda le plus d'importance. J'étais encore petite quand mon père commença d'en appeler à mon sens critique. Plus tard, je me montrai, Dieu merci, moins précoce. Mais quelle intransigeance, je m'en souviens, chez ce juge de 10 ans. « Écoute ça, me disait mon père. J'écoutais, sévère. Il s'agissait d'un beau morceau de prose oratoire, ou d'une ode, vers facile, fastueux par le rythme, par la rime, sonore comme un orage de montagne. « Hein » interrogeait mon père. « Je crois que cette fois-ci. Eh bien, parle !» Je hochais ma tête et mes nattes blondes, mon front trop grand pour être aimable et mon petit menton en bille, et je laissais tomber mon blâme. Toujours trop d'adjectifs. Alors mon père éclatait, écrasait d'invectives la poussière, la vermine, le pouls vaniteux que j'étais. Mais la vermine, imperturbable, ajoutait. « Je te l'avais déjà dit la semaine dernière, pour l'ode à Paul Bert, trop d'adjectifs. » Il devait, derrière moi, rire et peut-être s'enorgueillir. Mais au premier moment, nous nous toisions en égaux et déjà confraternels. C'est lui, à n'en pas douter, c'est lui qui me domine quand la musique, un spectacle de danse, et non les mots, jamais les mots, mouille mes yeux. C'est lui qui se voulait faire jour et revivre quand je commençais, obscurément, d'écrire, et qui me valut le plus acide éloge, le plus utile à coup sûr. Aurais-je épousé la dernière des lyriques? Lyrisme paternel, humour, spontanéité maternelle mêlée, superposée, je suis assez sage à présent, assez fière pour les départager en moi, toute heureuse d'un délitage où je n'ai à rougir de personne ni de rien. Oui, tous 4, nous autres enfants, nous avons gêné mon père. En est-il autrement dans les familles où l'homme, passant l'âge de l'amour, demeure épris de sa compagne? Nous avons, toute sa vie, troublé le tête-à-tête que mon père rêvait. L'esprit pédagogique peut rapprocher un père de ses enfants, à défaut d'une tendresse beaucoup plus exceptionnelle qu'on ne l'admet généralement. Un homme s'attache à ses fils, par le goût orgueilleux d'enseigner. Mais Jules-Joseph Colette, homme instruit, ne faisait parade d'aucune science. Pour elle, il avait d'abord aimé briller, jusqu'au jour où, l'amour grandissant,
mon père quitta jusqu'à l'envie d'éblouir Sido. J'irai droit au coin de terre où fleurissaient les personnages dans le jardin. La rose, le treillage qui la portait, je les peindrai de mémoire, ainsi que le trou dans le mur, la dalle usée, la figure de mon père restée indécise, intermittente. Dans le grand fauteuil de repos, il est resté assis. Les deux miroirs ovales du pince-nez ouvert brillent sur sa poitrine, et sa singulière lèvre en margelle dépasse un peu, rouge, sa moustache qui rejoint sa barbe. Là, il est fixé, à jamais. Mais ailleurs, il erre et flotte, troué, barré de nuages, visible par fragments. Sa main blanche ne saurait m'échapper, surtout depuis que je tiens mal mon pouce en dehors, comme lui, et que comme cette main, mes mains froissent, roulent, anéantissent le papier avec une fureur explosive. Et la colère, donc. Je ne parlerai pas de mes colères, qui me viennent de lui. Mais qu'on aille voir seulement à Saint-Sauveur l'état dans lequel mon père mit de 2 coups de son pied unique le chambranle de la cheminée en marbre. J'épelle en moi ce qui est l'apport de mon père, ce qui est la part maternelle. Le capitaine Colette n'embrassait pas les enfants. Sa fille prétend que le baiser les fane. S'il m'embrassait peu, du moins il me jetait en l'air, jusqu'au plafond que je repoussais des 2 mains et des genoux, et je criais de joie. Sa force musculaire était grande, ménagée et dissimulée d'une manière féline, et sans doute entretenue par une frugalité qui déconcertait nos bas bourguignons. Du pain, du café, beaucoup de sucre, un demi-verre de vin, force tomates, des aubergines. Il se résigna à prendre un peu de viande comme un remède, passé 70 ans. Sédentaire, ce méridional, tout blanc dans sa peau de satin, n'engraissa jamais. « Italien! Homme au couteau !» Ainsi invectivait ma mère, quand elle n'était pas contente de lui, ou bien quand l'extraordinaire jalousie de son fidèle amant se faisait jour. De fait, s'il n'a jamais tué personne, un poignard dont le manche de corne cachait un ressort ne quittait jamais la poche de mon père, qui méprisait l'arme à feu. Les fausses colères du midi tiraient de lui des grondements, des jurons grandiloquents, auxquels nous n'accordions aucune importance. Mais comme j'ai frémi, une fois, d'entendre mélodieuse la voix de sa fureur véritable. J'avais 11 ans. Ma mystérieuse demi-sœur venait de se marier, à sa guise, si mal et si tristement qu'elle n'espérait plus que la mort. Elle avala je ne sais quel cachet, et le voisin vint prévenir ma mère. Mon père et ma sœur ne s'étaient guère liés en quelques 20 années. Mais mon père, qui regardait souffrir Sido, dit sans élever le ton et d'un accent enchanteur « Allez dire au mari de ma fille, au docteur R, que s'il ne sauve pas cet enfant, ce soir, il aura cessé de vivre. » Quelle suavité! Je fus saisi d'enthousiasme. Le beau son, plein, musical, comme le chant de la mer en courroux. N'eût été la douleur de Sido, j'aurais regagné, dansant, le jardin, et allègrement espéré la juste mort du docteur R. Méconnu. Ton incorrigible gaieté, s'écriait ma mère. Ce n'était pas reproche, mais étonnement. Elle le croyait gai parce qu'il chantait. Mais moi qui siffle dès que je suis triste, moi qui scande les pulsations de la fièvre ou les syllabes d'un nom dévastateur sur les variations sans fin d'un thème, je voudrais qu'elle eût compris que la suprême offense, c'est la pitié. Mon père et moi, nous n'acceptons pas la pitié. Notre carrure la refuse. À présent, je me tourmente, à cause de mon père, car je sais qu'il eut, mieux que toutes les séductions, la vertu d'être triste à bon escient et de ne jamais se trahir. Sauf qu'il nous fit souvent rire, sauf qu'il comptait bien, qu'emporté par son rythme il brodait avec hardiesse, sauf cette mélodie qui s'élevait de lui. L'ai-je vu gai? Il allait, précédé, protégé par son chant. Rayons dorés, tièdes zéphyrs, fredonnait-il en descendant notre rue déserte. Ainsi,
Elle ignorerait, en l'entendant venir, que Laroche, fermier des Lambert, refusait impudemment de payer son fermage, et qu'un prête-nom du même Laroche avançait à mon père 7% d'intérêt pour 6 mois, une somme indispensable. Par quel charme, dis-moi, m'as-tu donc enchanté? Quand je te vois, je crois que c'est par ton sourire. Qui donc eût pu croire que ce baryton, agile encore sur sa béquille et sa canne, pousse devant lui sa romance comme une blanche haleine d'hiver, afin qu'elle détourne de lui l'attention. Il chante. Elle oubliera peut-être aujourd'hui de lui demander s'il a pu emprunter 100 louis sur sa pension d'officier amputé. Quand il chante, Sido l'écoute malgré elle et ne l'interrompt pas. Les rendez-vous de noble compagnie se donnent tous dans ce charmant séjour, et doucement on y passe la vie, en célébrant le champagne et l'amour. S'il jette trop haut, au mur de la rue de l'Hospice, le gruppetto, le point d'orgue final, et quelques cocottes de fantaisie, ma mère apparaîtra sur le seuil, scandalisée, riante. « Oh, Colette, dans la rue !» Et moyennant peut-être 2 ou 3 grivoiseries, du genre ordinaire, décoché à une jeune voisine, Sido froncera son sourcil clairsemé de Joconde et chassera d'elle le douloureux refrain qui ne franchit pas ses lèvres. Il va falloir vendre la forge, mon Dieu, vendre la forge aussi, après les May, les Cholin, les Lambert. Gai. Et pourquoi eût-il été sincèrement gai? Il avait besoin de vivre au sein d'une chaude approbation, après avoir eu besoin dans sa jeunesse de mourir publiquement et avec gloire. Réduit à son village et à sa famille, envahi et borné par son grand amour, il livra le plus vrai de lui-même à des étrangers, à des amis lointains. Un de ses compagnons d'armes, le colonel Gotcho, vit encore et garde des lettres, redit des mots du capitaine Colette. Étrange silence d'un homme qui parlait volontiers, il ne comptait pas ses faits d'armes. C'est le capitaine Fournès et le capitaine Lefebvre, tous deux du premier zouave, qui ont transmis au colonel Gotcho des mots de mon père. 1859, guerre d'Italie. Mon père, à 29 ans, tombe, la cuisse gauche, arrachée, devant Melegnano. Fournès et Lefebvre s'élancent, le rapportent. Où voulez-vous qu'on vous mette, mon capitaine? Au milieu de la place, sous le drapeau. Il n'a compté à aucun des siens cette parole, cette heure où il espéra mourir parmi le tonnerre et l'amour des hommes. Il ne nous a jamais dit, à nous, comment il gisait à côté de son vieux maréchal, MacMahon. Il ne m'a jamais parlé, à moi, de la seule longue et grave maladie qui m'est atteinte. Mais voici que des lettres de lui, je l'apprends 20 ans après sa mort, sont pleines de mon nom, du mal de la petite. Trop tard, trop tard. C'est le mot des négligents, des enfants et des ingrats. Non que je me sente plus coupable qu'une autre enfant, au contraire, mais n'aurais-je pas dû forcer, quand il était vivant, sa dignité goguenarde, sa frivolité de commande? Ne valions-nous pas, lui et moi, l'effort réciproque de nous mieux connaître? Il était poète et citadin. La campagne, où ma mère semblait se sustenter de toute sève et reprendre vie chaque fois qu'en se baissant, elle en touchait la terre, éteignait mon père, qui s'y comporta en exilé. Elle nous sembla parfois scandaleuse, la sociabilité qu'il appelait vers la politique des villages, les conseils municipaux, la candidature au conseil général, vers les assemblées, les comités régionaux, où l'humaine rumeur répond à la voix humaine. Injuste, nous lui en voulions vaguement de ne pas assez nous ressembler, à nous qui nous dilations d'aise loin des hommes. Je m'avise à présent qu'il cherchait à nous plaire, lorsqu'il organisait des parties de campagne comme font les habitants des villes. La vieille Victoria bleue emportait famille, victuailles et chiens jusqu'au bord d'un étang, Moutier, Chassin, ou la jolie flaque forestière de la Guillemette qui nous appartenait.
Mon père manifestait le sens du dimanche, le besoin urbain de fêter un jour entre les 7 jours, au point qu'il se munissait de cannes à pêche et de sièges pliants. Au bord de l'étang, il essayait une humeur joviale qui n'était pas son humeur joviale de la semaine. Il débouchait plaisamment la bouteille de vin, s'accordait 1 heure de pêche à la ligne, lisait, dormait un moment, et nous nous ennuyions, nous autres, sylvains aux pieds légers, entraînés à battre le pays sans voiture, et regrettant, devant le poulet froid, nos encas de pain frais, d'ail et de fromage. La libre forêt, l'étang, le ciel double exaltait mon père, mais à la manière d'un noble décor. Plus il évoquait le bleu Titarèse et le golfe d'argent, plus nous devenions taciturnes. Je parle des 2 garçons et de moi, nous qui n'accordions déjà plus d'autre aveu à notre culte bocager que le silence. Assise au bord de l'étang, entre son mari et ses enfants sauvages, seule ma mère semblait recueillir mélancoliquement le bonheur de compter, gisant contre elle, sur l'herbe fine et jonceuse rougie de bruyère, ses bien-aimés. Loin du coup de sonnette importun, loin de l'anxieux fournisseur impayé, loin des voix cauteleuses, un cirque parfait de bouleaux et de chaînes enfermait. J'accepte l'infidèle fille aînée, son œuvre et son tourment. Courant en risée sur les cimes des arbres, le vent franchissait la brèche ronde, touchait rarement l'eau. Les dômes de mousserons rosés crevaient le léger terreau, gris d'argent, qui nourrit les bruyères, et ma mère parlait de ce qu'elle et moi, nous aimions le mieux. Elle comptait les sangliers des anciens hivers, les loups encore présents dans la puisaie et la forterre, le loup d'été, maigre, qui suivit 5 heures durant la Victoria. Si j'avais su quoi lui donner à manger, il aurait bien mangé du pain. À toutes les côtes, il s'asseyait pour laisser à la voiture son avance d'une 50aine de mètres. De le sentir, la jument était furieuse. Un peu plus, c'est elle qui l'eût attaqué. Tu n'avais pas peur ? Peur ? Non. Ce pauvre grand loup gris, sec, affamé, sous un soleil de plomb. D'ailleurs, j'étais avec mon premier mari. C'est lui aussi, mon premier mari, qui, en chassant, a vu le renard noyer ses puces. Une touffe d'herbe entre les dents, le renard est entré le derrière le premier, peu à peu, dans l'eau, jusqu'au museau. Paroles innocentes, enseignements maternels que donnent aussi, à leurs petits, l'hirondelle, la mère lièvre, la chatte. Récits délicieux dont mon père ne retenait qu'un mot. Mon premier mari. Et il appuyait sur Sido, ce regard bleu-gris dans lequel personne n'a jamais pu lire. Que lui importait d'ailleurs le renard, le muguet, la baie mûre, l'insecte. Il les aimait dans des livres, nous disait leurs noms scientifiques, et dehors les croisait sans les reconnaître. Il louait sous le nom de rose toute corolle épanouie. Il prononçait l'eau bref à la provençale, en pinçant entre le pouce et l'index une rose invisible. Le soir tombait enfin sur notre dimanche au champ. De 5, nous n'étions souvent plus que 3, mon père, ma mère et moi. Le rempart circulaire des bois assombris avait résorbé les 2 longs garçons osseux, mes frères. Nous les rattraperons sur la route en revenant, disait mon père. Mais ma mère secouait la tête. Ces garçons ne rentraient que par des sentes de traverse, des prés marécageux et bleus, coupant par les sablières, les ronciers. Ils sautaient le mur au fond du jardin. Elle se résignait à les trouver chez nous, à la maison, un peu saignants, un peu loqueteux. Elle reprenait sur l'herbe les reliefs du repas, quelques champignons frais cueillis, le nid de mésange vide, la cartilagineuse éponge cloisonnée, œuvre d'une colonie de guêpes, le bouquet sauvage, des cailloux empreints d'ammonite fossile, le grand chapeau de la petite, et mon père, encore agile, remontait, d'un saut d'échassier, dans la Victoria. C'est ma mère qui caressait la jument noire, qui offrait à ses dents jaunies des pouces tendres et qui essuyait les pattes du chien pataugeur. Je n'ai jamais vu mon père toucher un cheval. Nulle curiosité ne l'a attiré vers un chat, penché sur un chien. Jamais un chien ne lui a obéi. « Monte, monte !» ordonnait à Mofino la belle voix du capitaine.
Mais le chien, contre le marchepied de la voiture, battait de la queue froidement et regardait ma mère. « Monte, animal! Qu'est-ce que tu attends ?» répétait mon père. « J'attends l'ordre, » semblait répondre le chien. « Hé, saute !» lui criai-je. Il ne se le faisait pas dire 2 fois. « C'est très curieux, » constatait ma mère. « Ça prouve seulement la bêtise de ce chien, » répliquait mon père. Mais nous n'en croyions rien, nous autres, et mon père, au fond, se sentait secrètement humilié. Les genêts jaunes bottelés faisaient queue de paon derrière nous dans la capote de la vieille voiture. Mon père, en approchant du village, reprenait son fredon défensif, et nous avions sans doute l'air très heureux, car l'air heureux était notre suprême et mutuelle politesse. Soir commençant, fumée courante sur le ciel, fiévreuse première étoile, est-ce que tout, autour de nous, n'était pas aussi grave et aussi tremblant que nous-mêmes ? Un homme, banni des éléments qu'il avait jadis portés, rêvait amèrement. Amèrement, maintenant j'en suis sûre. Il faut du temps à l'absent pour prendre sa vraie forme en nous. Il meurt, il mûrit, il se fixe. C'est donc toi ? Enfin, je ne t'avais pas compris. Il n'est jamais trop tard, puisque j'ai pénétré ce que ma jeunesse me cachait autrefois. Mon brillant, mon allègre père nourrissait la tristesse profonde des amputés. Nous n'avions presque pas conscience qu'il lui manqua, coupé en haut de la cuisse, une jambe. Qu'eussions-nous dit à le voir soudain marcher comme tout le monde ? Ma mère elle-même ne l'avait connu qu'étayé de béquilles, preste et rayonnant d'insolence amoureuse. Mais elle ignorait, fait d'armes excepté, l'homme qui datait d'avant elle. Le saint syrien, beau danseur, le lieutenant solide comme un bois debout. Ainsi l'on nomme dans mon pays natal l'antique Biot, la rouelle de chêne au grain serré que n'entame pas le hachoir. Elle ignorait, quand elle le suivait des yeux, que ce mutilé avait autrefois pu courir à la rencontre de tous les risques. Amèrement, le plus ailé de lui-même s'élançait encore, lorsqu'assis, et sa chanson suave aux lèvres, il restait aux côtés de Sido. L'amour et rien d'autre. Ils n'avaient gardé qu'elle. Autour d'eux, le village, les champs, les bois, le désert. Ils pensaient qu'au loin, ses amis, ses camarades continuaient. D'un voyage à Paris, il revint l'œil voilé, parce que Davout d'Auerstedt, grand chancelier de la Légion d'honneur, lui avait enlevé son ruban rouge pour le remplacer par une rosette. « Tu ne pouvais pas me la demander, vieux ?» ?»« Je n'avais pas demandé le ruban non plus, » répondit légèrement mon père. Mais il nous conta la scène d'une voix enrouée. Où situer la source de son émotion ? Il portait cette rosette, généreusement épanouie, à sa boutonnière, le buste droit, le bras posé sur la barre de sa béquille, il paradait, dans notre vieille voiture, dès l'entrée du village, pour les premiers passants de la gerbaude. Rêvait-il aux divisionnaires qui marchaient sans étais et défilaient sur les chevaux ? Février, Desandré, Fournaise, qu'il avait sauvé et le nommait encore, délicatement, mon capitaine. Un mirage de société savante, peut-être de politique, de tribune, de chatoyante algèbre. Un mirage de joie d'homme. « Tu es si humain ?» lui disait parfois ma mère, avec un accent d'indéfinissable suspicion. Elle ajoutait, pour ne le point trop blesser, « Oui, tu comprends, tu étends la main pour savoir s'il pleut. » Il était grivois en anecdotes. La présence de ma mère arrêtait sur ses lèvres l'histoire toulonnaise ou africaine. Elle, vive en paroles, se modérait chastement devant lui. Mais, distraite, entraînée par un rythme familier, elle se surprenait à fredonner des sonneries, dont les textes furent transmis sans altération des armées impériales aux armées républicaines. « Ne nous gênons plus, » disait mon père, derrière le temps déployé. « Oh !» suffoquait ma mère, « pourvu que la petite n'ait pas entendu !»« Pour la petite, repartait mon père, ça n'a pas d'importance.
et il attachait sur sa créature choisie l'extraordinaire regard gris-bleu, plein de bravade, qui ne versait ses secrets à personne, mais qui avouait parfois « j'ai des secrets ». J'essaie, seul, d'imiter ce regard de mon père. Il m'arrive d'y réussir assez bien, surtout quand je m'en sers pour me mesurer avec un tourment caché. Tant est efficace le secours de l'insulte à ce qui vous domine le mieux, et grand le plaisir de fronder un maître. Je mourrai peut-être de toi, mais crois bien que j'y mettrai le plus de temps possible. La petite, ça n'a pas d'importance. Quelle candeur, voyez, et comme il butait contre son amour, son seul amour. Je lui plaisais cependant, par des traits où il se fut reconnu, mais il me distinguait mal. Il perdait peu à peu le don d'observer, la faculté de comparer. Je n'avais pas plus de 13 ans quand je remarquai que mon père cessait de voir, au sens terrestre du mot, sa Sido elle-même. « Encore une robe neuve » s'étonnait-il. « Peste, madame !» Interloqué, Sido le reprenait sans guetter. « Neuve ? Colette, voyons, où as-tu les yeux ?» Elle pinçait entre deux doigts une soie élimée, une visite, perlée de jais. « 3 ans, Colette, tu m'entends ? Elle a 3 ans. Et ce n'est pas fini, ajouta-t-elle avec une hâte fière, teinte en bleu marine. Mais il ne l'écoutait plus. Il l'avait déjà jalousement rejointe dans quelque lieu élu où elle portait chignon à boucle anglaise et corsage ruché de tulle ouvert en cœur. En vieillissant, il ne tolérait même plus qu'elle eût mauvaise mine, qu'elle fût malade. Il lui jetait des « allons, allons !» comme à un cheval qu'il avait seul le droit de surmener. Et elle allait. Je ne les ai jamais surpris à s'embrasser avec abandon. D'où leur venait tant de pudeur? De Sido, assurément. Mon père n'y eût pas mis tant de façon. Attentif à tout ce qui venait d'elle, il écoutait son pas vif, l'arrêtait au passage. « Paye !» lui ordonnait-il, en désignant sa pommette nue au-dessus de sa barbe, « ou on ne passe pas. » Elle payait, au vol, d'un baiser vif comme une piqûre, et s'enfuyait irritée, si mes frères ou moi l'avions vue payer. Une seule fois en été, un jour que ma mère enlevait de la table le plateau du café, je vis la tête, la lèvre grisonnante de mon père, au lieu de réclamer le péage familier, penché sur la main de ma mère avec une dévotion fougueuse, hors de l'âge et telle que Sido, muette, autant que moi, empourprée, s'en alla sans un mot. J'étais petite encore, assez vilaine, occupée comme on l'est à 13 ans de toutes choses dont l'ignorance pèse, dont la découverte humilie. Il me fut bon de connaître et de me remettre en mémoire par moments cette complète image de l'amour. Une tête d'homme, déjà vieux, abîmée dans un baiser sur une petite main de ménagère, gracieuse et ridée. Il trembla longtemps de la voir mourir avant lui. C'est une pensée commune aux amants, aux époux bien épris, un souhait sauvage qui bannit toute idée de pitié. Sido, avant la mort de mon père, me parlait de lui, aisément soulevé au-dessus de nous. Il ne faut pas que je meure avant lui, il ne le faut absolument pas. Vois-tu, que je me laisse mourir et qu'il se tue et qu'il se manque. Je le connais, disait-elle, d'un air de jeune fille. Elle rêvait un peu, les yeux sur la petite rue de Châtillon-Coligny ou sur le carré de jardin prisonnier. Moi, je risque moins, tu comprends, je ne suis qu'une femme. Passé un certain âge, une femme ne meurt presque jamais volontairement. Et puis je vous ai en outre. Lui, il ne vous a pas. Car elle savait tout. Et jusqu'aux préférences indicibles. Dans la grappe pendue à ses flancs, à ses bras, mon père pesait comme nous, et ne nous soutenait guère. Elle fut malade, et il s'assit fréquemment près du lit. À quelle heure? Quel jour seras-tu guéri? Gare, si tu ne guéris pas, j'aurai bientôt fait de ne plus vivre. Elle ne supportait pas cette pensée d'homme, sa menace, son exigence sans merci. Pour lui échapper, elle tournait de côté et d'autre sa tête sur l'oreiller, comme elle fit plus tard pour secouer les derniers liens. « Mon Dieu, Colette, tu me tiens chaud, se plaignait-elle. Tu remplis toute la chambre.
Un homme est toujours déplacé au chevet d'une femme. Va dehors. Va voir s'il y a des oranges pour moi chez l'épicier. Va demander à monsieur Rosimond de me prêter la revue des deux mondes. Mais marche doucement. Le temps est orageux. Tu reviendrais en moiteur. Il obéissait, l'aisselle remontait sur sa béquille. Tu vois, disait ma mère derrière lui, tu vois cet air de vêtements vides qu'il prend quand je suis malade. Sous la fenêtre, en s'en allant, il éclaircissait sa voix pour qu'elle l'entendît. Je pense à toi, je te vois, je t'adore, à tout muant, à toute heure, en tout lieu. Je pense à toi quand je revois l'aurore, je pense à toi quand je ferme les yeux. Tu l'entends? Tu l'entends? Disait-elle fiévreusement. Mais sa malice supérieure rajeunissait soudain tout son visage, et elle se penchait hors de son lit. Ton père! Tu veux savoir ce que c'est que ton père? Ton père, c'est le roi des maîtres chanteurs. Elle guérit. Elle guérissait toujours. Même quand on lui enleva un sein, et 4 ans après, l'autre sein. Mon père conçut d'elle une méfiance terrible, quoiqu'elle guérît encore, chaque fois. Pour une arête de poisson qui, restée au gosier de ma mère, l'obligeait à tousser violemment, les joues congestionnées et les yeux pleins de larmes, mon père, d'un coup de poing asséné sur la table, dispersa en éclats son assiette et cria furieusement. « Ça va finir !» Elle ne s'y trompa point et l'apaisa, avec une délicatesse miséricordieuse, des mots plaisants, de voltigeants regards. J'emploie toujours ces mots. Voltigeant regard quand il s'agit d'elle. L'hésitation, le besoin d'un tendre aveu, le devoir de mentir l'obligeait à battre des paupières, tandis qu'allaient, venaient précipitamment ses prunelles grises. Ce trouble, cette fuite vaine des prunelles poursuivie par un regard d'homme bleu-gris, comme le plomb fraîchement coupé, c'est tout ce qui me fut révélé de la passion qu'il y a, pour leur vie entière, Sido et le capitaine. Il y a 10 ans, je sonnais, amené par un ami à la porte de Madame B, qui a professionnellement commerce avec les esprits. Elle nomme ainsi ceux qui demeurent, errant autour de nous, des défunts, particulièrement de ceux qui nous tinrent de près par le sang et par l'amour. N'attendez pas que je professe une foi quelconque, ni même que je fréquente de passion les privilégiés qui lisent couramment l'invisible. Il s'agit d'une curiosité, toujours la même, qui me conduit indifféremment à visiter tour à tour Madame B, la femme à la bougie, le chien qui compte, un rosier à fruits comestibles, le docteur qui ajoute du sang humain à mon sang humain. Que sais-je encore? Si cette curiosité me quitte, qu'on m'ensevelisse, je n'existe plus. Une de mes dernières indiscrétions s'adressa au grand hyménoptère d'acier bleu qui abonde en Provence pendant la floraison des soleils en juillet-août. Tourmenté d'ignorer le nom de ce guerrier bardet, je m'interrogeai. A-t-il ou non un dard? Est-il seulement un samouraï magnifique et sans sabre? Je suis bien soulagé d'être tiré d'incertitude. Une curieuse petite déformation sur l'os d'une phalangine atteste que le guerrier bleu est armé à merveille et prompt à dégainer. Chez Madame B, j'eus l'agréable nouveauté d'un appartement moderne, traversé de soleil. Sur la fenêtre chantaient des oiseaux en cage, dans la pièce voisine des enfants riaient. Une aimable et ronde femme à cheveux blancs m'affirma qu'elle n'avait besoin ni de clair-obscur, ni d'aucun maléfique décor. Elle ne réclama qu'un instant de méditation, et ma main serrée dans les siennes. « Vous voulez me poser des questions ?» me demanda-t-elle. Je m'avisai alors que j'étais sans avidité, sans passion pour un au-delà quelconque, sans souhaits immodérés, et je ne trouvais rien à dire, sinon le mot le plus banal. « Alors, vous voyez les morts? Comment sont-ils? »« Comme les vivants, » répondit Madame B, avec rondeur. « Ainsi, derrière vous ?» Derrière moi, c'était la fenêtre ensoleillée et la cage des serins verts. Derrière vous est assis l'esprit d'un homme âgé. Il porte une barbe non taillée, étalée, presque blanche, les cheveux assez longs, gris, rejetés en arrière, des sourcils
Oh, par exemple, des sourcils tout broussailleux, et là-dessous, des yeux. Oh, mais des yeux, petits, mais d'un éclat qui n'est pas soutenable. Voyez-vous qui ça peut être? Oui, très bien. En tout cas, c'est un esprit bien placé. Bien placé dans le monde des esprits, il s'occupe beaucoup de vous. Vous ne le croyez pas? J'en doute un peu. Si, il s'occupe beaucoup de vous, à présent. Pourquoi à présent? Parce que vous représentez ce qu'il aurait tant voulu être sur la terre. Vous êtes justement ce qu'il a souhaité d'être. Lui, il n'a pas pu. Je ne mentionnerai pas ici les autres portraits que me fit Madame B. Ils valaient tous, à mes yeux, par quelques détails dont la vigueur et le secret m'enchantèrent comme une sorcellerie anodine et inexplicable. D'un esprit où je fus bien obligé de reconnaître, trait pour trait, mon demi-frère, l'aîné, elle dit, apitoyée, « Je n'ai jamais vu un mort aussi triste. » Mais, lui dis-je, vaguement jalouse, ne voyez-vous pas une femme âgée qui pourrait être ma mère? Le bon regard de Madame B. errait autour de moi. Non, ma foi, répondit-elle enfin. Elle ajouta, vive, et comme pour me consoler. Peut-être qu'elle se repose. Ça arrive. Vous êtes seule d'enfant? J'ai encore un frère. Là! S'exclama bonnement Madame B. Sans doute qu'elle est occupée avec lui. Un esprit ne peut pas être partout à la fois, vous savez. Non, je ne le savais pas. J'appris dans la même visite que le commerce des défunts s'accommode de lumière terrestre, de familière gaieté. Ils sont comme les vivants, affirme, paisible dans sa foi, Madame B. Pourquoi non? Comme les vivants, sauf qu'ils sont morts. Morts, et voilà tout. Aussi s'étonnait-elle de voir en mon frère aîné un mort aussi triste. Ainsi l'ai-je vu, ainsi le voyait-elle, à travers mon perméable mystère sans doute, très triste en vérité, et comme roué de coups par son pénible et dernier passage, encore soucieux et fourbu. Quant à mon père, vous êtes justement ce qu'il a souhaité d'être, et de son vivant, il n'a pas pu. Là, j'ai de quoi rêver, de quoi m'émouvoir. Sur un des plus hauts rayons de la bibliothèque, je revois encore une série de tomes cartonnés, à dos de toile noire. Les plats de papier jaspé, bien collés, et la rigidité du cartonnage attestaient l'adresse manuelle de mon père. Mais les titres, manuscrits, en lettres gothiques, ne me tentaient point, d'autant que les étiquettes à filets noirs ne révélaient aucun auteur. Je cite, de mémoire, mes campagnes, les enseignements de 70, la géodésie des géodésies, l'algèbre élémentaire, le maréchal de MacMahon vu par un de ses compagnons d'armes, du village à la chambre, chanson de zouave, vers. J'en oublie. Quand mon père mourut, la bibliothèque devint chambre à coucher, les livres quittèrent leurs rayons. Viens donc voir, appela un jour mon frère, l'aîné. Il transportait lui-même, classait, ouvrait les livres, taciturne, en quête d'une odeur de papier piqué, d'une de ces moisissures embaumées, d'où se lève l'enfance révolue, d'un pétale de tulipe sec, encore jaspé comme l'agate arborescente. Viens donc voir. La douzaine de tomes cartonnés nous remettait son secret, accessible, longtemps dégainé. 200, 300, 150 pages par volume, beau papier verger crémeux ou écolier épais, rogné avec soin, des centaines et des centaines de pages blanches. Une œuvre imaginaire, le mirage d'une carrière d'écrivain. Il y en avait tant, de ces pages respectées par la timidité ou la nonchalance, que nous n'en vîmes jamais la fin. Mon frère y écrivit ses ordonnances. Ma mère couvrit de blanc ses pots de confiture. Ses petites filles griffonneuses arrachèrent des feuillets, mais nous n'épuisâmes pas les cahiers vergers, l'œuvre inconnue. Ma mère s'y employait pourtant, avec une sorte de fièvre destructrice. Comment? Il y en a encore? Il m'en faut pour les côtelettes en papillotes, il m'en faut pour tapisser mes petits tiroirs. Ce n'était pas par dérision, mais cuisant regret et besoin douloureux d'anéantir la preuve d'une impuissance. J'y puisais, à mon tour, dans cet héritage immatériel, au temps de mes débuts.
Est-ce là que je pris le goût fastueux d'écrire sur des feuilles lisses, de belles pattes, et de ne les point ménager? J'osais couvrir de ma grosse écriture ronde la cursive invisible, dont une seule personne au monde apercevait le lumineux filigrane, qui jusqu'à la gloire prolongeait la seule page amoureusement achevée et signée, la page de la dédicace. À ma chère âme, son mari fidèle, Jules Joseph Colette. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième vlog lecture sur Sido de Colette. Deuxième vlog lecture sur 3 parce que la semaine prochaine, dimanche prochain, on va lire Les Sauvages, donc le dernier chapitre de ce roman autobiographique, autobiographie tout court, qui sera consacré cette fois-ci aux frères et sœurs, donc 2 frères et une sœur de Colette. Les Sauvages. Je suis très émue. Honnêtement, je trouve que c'est très émouvant. Bon, après, c'est parce qu'elle parlait de son père aussi, et je me reconnais dans certaines choses, on va dire. Et je trouve ça très touchant, en fait, d'avoir accès comme ça à la vie de quelqu'un que je ne connaîtrai jamais parce que ça fait très longtemps qu'elle est décédée et que je la connaîtrai pas. Et je sens une connexion, en fait, presque. Euh, un peu comme j'ai vu le coup avec Jane Austen, mais je pense que Jane Austen, dans ses bouquins, elle pouvait apporter des toutes petites touches de, de part autobiographique, mais vraiment, enfin, elle écrivait des romans. Là, Colette, elle s'écrit, elle se raconte. Et je suis vraiment très fan de ce style, mais mon Dieu, oh, c'est top! Oh, j'ai envie de tout lire là. En plus, elle a une bibliographie qui est assez conséquente. Bon, il y a les Claudines là qui ont l'air d'être un petit peu des trucs un peu à la Martine, j'ai l'impression. Les Martine à la plage, Martine à la ferme. Mais là, c'est version Claudine. Donc ça, je pense que c'est plutôt littérature jeunesse, ça me dit moins. Mais par contre, les autres livres, pourquoi pas? Notamment Chéri Bibi, je crois que c'est son livre le plus connu. Il me semble que c'est un roman. J'ai quand même l'impression que dans ses... Pour avoir vu il y a pas très longtemps là, sa fiche wiki, euh, j'ai l'impression qu'elle parle beaucoup d'elle. Et puis qu'est-ce qu'elle a été jolie. Enfin, bon, elle était belle quoi, ça gâche pas. Mais je trouve que c'est... elle arrive en fait en petites touches, là je reviens sur ce que je viens de lire, à dresser des portraits à la fois physiques, et psychologiques, l'intériorité de sa mère, puis l'omniprésence de sa mère, qui est dans ce chapitre-là aussi, pourtant consacré à son père. J'ai l'impression qu'elle l'a perdu tôt, je vais vérifier. J'ai l'impression qu'elle était enfant. Alors, Colette, elle est née en 1873 et elle est décédée en 1954. Donc, sa mère est morte en 1912 et son père est mort en 1905. Alors, non, en fait. Elle était adulte. 1873, elle était jeune. Hein. 1873, donc son père est mort. Colette est née en 1873, son père est mort en 1905 et sa mère est morte en 1912. C'est triste tout. Sa grande sœur est morte en 1908. Son grand frère, premier mariage 1913. Et son autre frère, donc de la même union de sa mère et de son père, est mort en 1940. Elle a survécu à tout le monde. Elle a eu une fille, hein, Colette, née en 1913. C'est tristou, j'ai l'impression, parce qu'en fait, j'ai quand même l'impression que c'est une famille qui était très... il y avait peut-être moins de rapport avec les enfants aînés qui étaient plus âgés. Ouais, il y avait 10 ans. Elle est née en 1873.
La grande sœur là qui s'est mal mariée, elle est née en 1860, donc il y a 13 ans. Et ça c'est Juliette. Et Achille, le deuxième, il est né en 1863. Donc 10 ans avant elle. Donc bah oui, c'est quand il y a des grands écarts d'âge comme ça, il y a moyen que il y a moyen du coup que ben les relations soient pas les mêmes qu'avec quelqu'un dont on est le plus proche. C'est tristou, je trouve, hein. Je sais pas, j'ai un petit côté un peu nostalgique comme ça, un peu triste. Je sais pas quand elle a écrit Sido. Elle a écrit Sido en 1930 et il devait lui rester que son frère Léopold. Tous les autres étaient morts. Bref, et ben c'est pas joyeux. Mais c'est pas joyeux triste non plus. C'est joyeux nostalgique, c'est joyeux, c'est comme ça. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, on est d'accord. Mais je trouve qu'elle dresse un portrait tout en pudeur de son père, que j'ai l'impression que la principale caractéristique en fait de son père, c'est que il était amoureux et que sa mère était plus pudique, c'est assez rigolo. Elle marque aussi l'espèce d'agilité qu'il avait, parce qu'il était amputé haut quand même, hein. Donc bah, évidemment, il a eu quand même pas mal d'années pour pouvoir, pour apprendre à se mouvoir. Son père, il est né en 1829. Il a perdu sa jambe en 1959. Donc Colette est née quand même quelques années plus tard. Il y a un côté franchement nostalgique. Je sais pas si c'est le cas. Ça me fait penser en fait à du Pagnol. Mais le Pagnol, j'ai pas le souvenir d'avoir lu Pagnol. Si c'est le cas, ça remonte vraiment. Mais en fait, j'ai la sensation, mais là c'est en regardant un petit peu les dates, que Colette est arrivée à un âge, elle avait 63 ans si je me plante pas. Ouais, c'est ça à peu près. Un peu moins, 57. 1973-1930. Son Sido, c'est 1930. Elle est arrivée à un moment où elle avait peut-être besoin de parler de tout ça. Et je trouve ça. La scène en fait qui se passe chez la nana qui est médium là, donc je sais pas si c'est médium, spiritisme, spiritisme c'était peut-être déjà un petit peu passé, mais elle me fait grave penser à la scène dans les Peaky Blinders, ça doit être dans la saison 2. Molly, Polly, Polly, pardon, pas Molly, Polly. La tante Polly, donc c'est la tante qui s'occupait de tous les enfants Shelby. Euh, Ces enfants ont été, donc c'est une famille qui est pauvre dans les Peaky Blinders, c'est une famille pauvre qui devient criminelle, qui devient très riche, mais en devenant très criminelle. Et c'est une famille d'origine gitane qui peuvent toujours être renoués en fait avec ces liens-là parce qu'ils ont toujours des cousins, des oncles, des tantes, etc., qui vivent dans les caravanes et compagnie, alors qu'eux, ils sont sédentaires. Et la caractéristique aussi de cette famille-là, c'est que les hommes, donc Arthur l'aîné, Tommy le second, John le dernier, sont tous des vétérans de la Première Guerre mondiale. J'ai un petit doute sur John, parce que John, il était déjà marié et il avait déjà pas mal d'enfants. Il me semble bien. Oui, il avait déjà pas mal d'enfants et son épouse est décédée pendant la guerre. Bref, ça je me demande si John n'est pas rentré plus tôt. Mais bref, Polly, un moment, ses enfants... Enfin, un moment. Polly, ses enfants lui ont été enlevés par les services sociaux, censément parce que les parents picolaient et se battaient. C'était l'époque. Euh, Et si vous voulez, bon, je connais un peu ça parce qu'en fait, j'ai écrit une fanfiction sur le personnage de la fille.
Dans la saison 2, Tommy se rend compte que Polly, elle est un peu comme ça quand même au niveau du moral. Et là, elle en phase descendante et il se rend compte que ça va pas du tout. Donc il fait une enquête, il charge des gens, enfin il graisse quelques pattes, et il apprend que son cousin, Michael, il a 17 ans, qu'il est en famille d'accueil et compagnie, et il va le voir. Et il apprend que sa cousine Anna, Anna qui devait fuguer beaucoup, des trucs comme ça, elle a été déportée, c'est le terme, hein, a été déportée en Australie, là où on allait foutre en gros les délinquants pour qu'ils aillent aider à construire le pays qui était colonisé. On est au début. Je connais pas bien l'histoire de l'Australie, mais il me semble bien que la colonisation a été très tardive au niveau de l'Australie, Nouvelle-Zélande, tout ça. Et bref, la gamine, on sait juste qu'elle est morte lors du voyage, ou elle est morte en Australie, quelque chose comme ça. Donc il apprend ça à Polly, qui, d'un côté, est très, très heureuse d'apprendre que son fils est toujours vivant et dans le coin, et très triste d'apprendre que sa fille est décédée. Et elle va un moment voir, elle va voir une femme qui fait médium, parce que apparemment, après la Première Guerre mondiale, vu qu'il y avait eu plein de morts, évidemment, je pense qu'il y avait des morts qui étaient connus parce que bah, il y avait des corps, peut-être des morts aussi qui ne l'étaient pas parce que boum, ou parce que, enfin, oui, il n'y avait pas de corps à ramener. Ce qui faisait que ça devait mettre le doute en fait sur ces familles-là quand il n'y avait pas de corps. Euh, et donc elle allait voir une femme qui disait être médium. Et apparemment, il y avait pas mal de médiums après la guerre. Parce qu'il y avait des besoins, entre guillemets, et donc les gens profitaient de la détresse de famille. Et Polly, ça lui retourne un peu le cerveau, parce que Polly, elle fait des rêves des fois, et elle avait rêvé que sa fille lui disait au revoir, traversait la rue, il y avait du brouillard, et que c'est a priori peut-être quand elle est décédée. Et donc la médium, bon, lui, c'est une arnaqueuse en gros, mais bref, la scène en fait où Colette, elle est partie voir Madame B pour lui demander quels fantômes sont autour d'elle. Je trouve ça tristou. Enfin, je la comprends. Je pense que dans le processus de deuil, je sais pas si on s'en remet en fait. De... Je sais pas si on se remet un jour complètement d'un deuil. Parce que les personnes manquent, ce qui est logique. Je comprends en fait sa démarche. Et je comprends cette espèce de superstition un petit peu magique, vu le personnage qui était sa mère, qui était Sidonie. Et je trouve ça touchant en fait que ce soit son père. Donc j'ai l'impression que ce père et cette fille sont passés à côté l'un de l'autre du vivant de leur vivant à tous les deux. Et quelque part, c'est comme si dans la mort, le père essayait de se racheter et que elle accédait à une plus grande compréhension de qui il était. Et je trouve ça super émouvant. Je vais pas m'étendre dessus parce que je vais pleurer, mais ouais, c'est super émouvant. Ça me touche. Je vais m'arrêter là parce que je vais pleurer. Je vous souhaite un très bon dimanche. Passez une excellente journée. Moi, c'est sûr et certain, je pense que je lirai encore du Colette après Lévry-Lavigne. Lévry de Lavigne aussi. Et on va en apprendre plus sur ses frères et sa sœur la semaine prochaine. On verra. Et après, ce sera Lévry de Lavigne, du coup, un recueil de nouvelles, dont des nouvelles qui sont très courtes. On verra ce que ça va donner. Mercredi prochain, on va sans doute être sur une vidéo où je vais vous parler de... En fait, j'ai vu toutes les adaptations qui sont faites sur les livres de Jane Austen que j'ai pas encore lus.
Et enfin bref, ça va être une petite journée de Jane Austen la semaine prochaine. Et puis après, on verra. Voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche. À tout bientôt. Ah, et si, je le dis ici aussi parce que comme je n'attends pas de vous que vous regardiez tout mon contenu, donc je peux avoir tendance à me répéter d'une vidéo à l'autre. Euh, donc je sais pas si vous me connaissez, mais je suis en panne d'écriture depuis un bail et ça redémarre. Donc peut-être que le mois prochain, je vais pouvoir sortir quelques vidéos sur l'écriture qui seraient pas que du vlog écriture, du style oui, alors j'ai avancé ci, j'ai avancé ça. Mon projet c'est ci, ça, mais essayer de donner un petit peu quelques outils que moi je peux utiliser ou des expérimentations que j'ai faites parce que j'ai un côté très artisan en fait au niveau de l'écriture et c'est un partage d'expérience que j'ai envie de faire avec vous. Donc voilà. Je vous souhaite un très bon dimanche. À mercredi, ou samedi, ou dimanche. À mercredi si je me plante pas de jour, parce que j'ai déjà sorti ma vidéo la vidéo du mercredi 16 avril est sortie le mardi 15 avril, parce que je suis en jet lag, grosso modo. Et que je sais pas lire un tableau à 2 entrées. C'est pas grave. Allez, bon dimanche. Salut.